Voilà, ça commence. Alors, Monsieur Tribault, bonjour, on est ravis de vous voir. Ça fait longtemps qu'on voulait faire, enfin je vous en avais parlé il y a 5-6 ans, de faire un peu un retour en arrière pour nous expliquer l'inspection du travail depuis un certain temps, et entre autres, vous êtes arrivé en 1965, donc vous avez plusieurs avantages. C'est que vous avez connu une hiérarchie qui était arrivée en 1936 et en 1942-45. Et donc, ça peut être intéressant à connaître. Deuxièmement, 65, qu'est-ce qu'était l'inspection du travail? Et entre autres, sans contrôleur du travail, puisque les contrôleurs du travail ne contrôlaient pas, ou il y en avait très peu. On a trouvé des chiffres là où chez Cuti dit il y avait 200 contrôleurs du travail à travers la France. Donc ça veut dire 1 ou 2 par département. Vous, 450 ou 350, je ne sais plus combien. Voilà. La rupture de 1968. Comment vous avez vécu 68 en tant qu'inspection du travail? Quelle était la situation syndicale dans l'inspection du travail, avec un grand syndicat, entre guillemets, qui était le SNIT, qui était le syndicat des directeurs régionaux. 68, après 68, est-ce que après 68, c'est un peu, avec un grand point d'interrogation, l'âge d'or de l'inspection du travail? C'est-à-dire un moment où les choses ont bougé, et à l'inspection du travail, puisqu'il y avait de nouveaux recrutements, et puis, évidemment, dans les entreprises, où il y avait une forte mobilisation des syndicats et des salariés, dans la continuité de 68. Vous avez vécu aussi 81. Oui. Est-ce qu'il y a eu une rupture? Comment s'est positionnée l'inspection du travail à ce moment-là? Voilà, et puis on continue jusqu'à 90, 95 si vous voulez, si on a le temps. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est, enfin de mon point de vue à moi, c'est 45, 90 quoi, ou 85. Après, on connaît mieux parce qu'on a encore des témoins dans nos services. Tout à fait mon opinion. C'est pour ça. Et alors, ce qui nous intéresserait aussi, c'est que systématiquement, vous nous racontiez qu'est-ce qui se passait dans les boîtes, qu'est-ce que faisait l'inspection du travail, était-elle indépendante, y avait-il des pressions, lesquelles, comment étaient organisés les agents entre eux, est-ce qu'ils avaient vraiment des syndicats, est-ce que c'était le syndicat, le DR, parce que le SNIT organisait principalement le corps de l'inspection et principalement les directeurs régionaux et les directeurs départementaux. Donc c'était très particulier quand même. Voilà. Eh bien vous avez tout ça à traiter, plus toutes les questions de nos collègues qui mâchent évidemment, tranquillement, sans faire de bruit. Merci. Je mangerai tout à l'heure, si vous voulez bien. Ah, on vous l'appliquera peut-être. Hein. Bon, tant pis si on me l'applique. Bon. Merci de votre accueil. Effectivement, je désespérais un peu que vous fassiez appel à moi, après une période où je m'étais dit, ça me fera plaisir de les rencontrer. Tout compte fait, vous avez peut-être raison, c'est peut-être mieux 6 ans après mon départ des services. J'ai l'impression que j'ai maturé beaucoup de choses dans ma tête, et puis je pense que j'ai une liberté de parole, maintenant, à 72 ans, qui devrait me permettre, non pas d'œuvrer en historien, parce que ça, je ne pense pas en être compétent, mais d'œuvrer en rappelant un peu mes souvenirs personnels et ce que j'ai retenu de la période, effectivement, que vous avez limitée, et qui est celle qui peut vous intéresser. Principalement, puisque depuis 1990-95, je crois quand même que vous connaissez mieux les uns et les autres ce qui s'est passé. Alors, personnellement, j'estime que depuis la libération, c'est-à-dire depuis 1945, le corps de l'inspection du travail a connu deux tournants importants. Alors, quand je parle de corps de l'inspection du travail, je comprends les inspecteurs et les contrôleurs, mais on est bien d'accord, le positionnement des contrôleurs, leurs compétences, leur recrutement, leur profil n'était pas du tout, dans les années 40, 50, et même dans les années 60, ce qu'il est aujourd'hui.
Donc, quand je vous parlerai, à un moment donné, je vous parlerai des contrôleurs, à cette époque-là, je vous donnerai un peu leur profil. Je vous dirai quel était leur profil, quelles étaient leurs compétences. Mais il y a toujours eu, quand même, dans le corps de l'inspection du travail, des inspecteurs, des contrôleurs du travail. Bien. Donc, quand je parle d'inspection du travail, je comprends les deux. Je n'ai pas vécu, bien sûr, directement les années immédiatement après la libération. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de prolonger mes propos sur cette période-là. Et il y a donc eu ce virage-là, et puis un deuxième qui se situe entre 1968 et 1974. 1980, c'est important, j'en parlerai, mais pour moi, il n'y a pas eu de virage véritablement, il y a eu une accélération, un processus d'accélération dont je vous parlerai. Pour la période récente, vous savez comme moi qu'il y a eu des chamboulements avec des adjonctions de compétences, parfois des retraits de compétences, disons une période mouvementée que vous avez connue. Alors le premier tournant pour moi, important pour le corps de l'inspection du travail, c'est le tournant 45-55. Pour deux raisons. Et la première, c'est que la législation du travail de l'immédiate après-guerre a réorienté durablement le rôle des inspecteurs du travail. Je rappelle, simplement en les citant, les lois et les ordonnances sur les délégués du personnel, les comités d'entreprise, la médecine du travail, le contrôle de l'emploi, on n'en parle plus, mais ça nous a beaucoup occupé à une certaine époque, les comités d'hygiène et de sécurité, et puis surtout la loi du 11 février 50, je rappelle, avec le SMIG à l'époque, les procédures de règlement des conflits, les conventions collectives. Et puis une loi qui, je cite tout de suite pour ne pas l'oublier, qui a quand même été aussi importante mais qui est plus tardive, c'est la loi du 18 décembre 63 sur le Fonds national de l'emploi, sur le FNE, et qui a beaucoup servi à partir du moment où on a eu des difficultés d'ordre économique dans un certain nombre de branches. Ça, premier point extrêmement important, c'est que les inspecteurs, le corps de l'inspection du travail n'a plus eu les mêmes préoccupations, n'a pu contrôler les mêmes choses, n'a pu inspecter les mêmes choses, n'est pas intervenu de la même façon entre la période des années 20-30 et la période qui a suivi après la libération. Deuxième élément important, l'absence de concours de recrutement d'inspecteurs du travail entre 1947 et 1955. À cette époque-là, on considérait que les délégués du personnel allaient jouer le rôle d'inspecteurs du travail dans les entreprises. Je vais même vous donner une anecdote. J'ai eu comme professeur de droit du travail Jean Savatier, et le jour où j'ai dit à Jean Savatier, en 1963 ou 64, je vais passer le concours d'inspection du travail, il m'a dit « Comment, monsieur, vous voulez passer le concours d'inspecteur du travail? Mais enfin, vous croyez que cela a un avenir ?» me dit-il. Ah, je lui dis « Pourquoi, monsieur le professeur? Mais vous savez bien qu'il n'y aura plus d'inspecteur du travail dans 10 ans. Ce sont les délégués du personnel qui seront inspecteurs du travail. Donc, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas eu... oui, il y a des profs de droit qui disaient ça en 1960. Il faut que vous sachiez. Bon. Donc, il n'y a pas eu de recrutement d'inspecteurs du travail entre 1947 et 1955. Et on est passé au concours de 1955 à un changement total de profil des inspecteurs du travail. Les anciens inspecteurs du travail étaient essentiellement des anciens instituteurs. Bon. Le corps de l'inspection du travail s'est structuré autour des instituteurs, essentiellement. Bon. Il y a eu, en 1936, quelques ingénieurs, il y a même eu des médecins, il y a même eu des ouvriers qui ont été intégrés, mais en dehors de cette période de 1936, qui est très particulière, le corps de l'inspection du travail, des inspecteurs du travail, est essentiellement un corps d'instituteurs. Et en revanche, à partir de 1955, on a vu apparaître dans les concours à dose homéopathique, hein, c'était 6, 7, 8 par promotion. Moi, ma promotion étant importante, on devait être 13 ou 14. Vous voyez, pour dire, on a vu apparaître des juristes, plutôt jeunes, plutôt pas syndiqués. Ça, je dois vous le dire très honnêtement, dans ma promotion, il y avait en tout et pour tout une personne qui était syndiquée. Certains d'entre vous l'ont peut-être connue, c'était madame... Comment elle s'appelait, madame? Elle était dans
elle a peut-être terminé à Paris, son nom me reviendra bientôt. Il y avait une personne de ma promotion qui était syndiquée à la CGT. À cette époque-là, le syndicat de l'inspection du travail, c'était le SNIT. Le syndicat national des inspecteurs du travail, appelé aussi SNITMO, syndicat national des inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre, puisque à un moment donné, on a dû s'appeler inspecteur du travail et de la main-d'œuvre. Je vais encore vous raconter une petite anecdote, mais qui est aussi typique que celle concernant Sabatier. On avait ce qu'on appelait des réunions de circonscription quand on était jeune inspecteur. C'est-à-dire que les directeurs régionaux ont été créés qu'en 1966. Avant, c'était des inspecteurs divisionnaires. C'est-à-dire que la France était structurée en 16 divisions au lieu de l'être en 22 régions. Hein. C'était avant l'existence des régions. Et il y avait donc des réunions de service, comme vous en avez encore sans doute actuellement, organisées par l'échelon régional. Eh bien, dans la première réunion où je suis allé, le directeur régional nous a dit à la fin de la réunion, bon, ben écoutez, ça va être c'est le moment, c'était au mois de janvier ou février, c'est le moment des cotisations du syndicat, et il a commencé à sortir son carnet de chèques en disant, voilà, je fais mon chèque de cotisation au SNIT. Et alors, à ce moment-là, je me suis tourné vers les collègues qui étaient là, et qui m'ont dit, ah oui, normalement, tu dois payer ta cotisation au SNIT. Bon. C'est pour vous dire que la question de la syndicalisation du corps de l'inspection du travail ne se posait absolument pas. Il y avait un syndicat autonome qui représentait finalement 200 ou à tout casser 200 personnes, 250 ou 300 personnes, et peut-être pas plus, parce qu'il y en a qui refusaient quand même de payer. Et donc, voilà un petit peu... Alors, bien sûr, il y avait quelques collègues qui étaient sans doute syndiqués. Je vous dis, j'ai connu Madame Reverdy, hein, Reverdy que vous avez connue, qui était de ma promotion. Madame Reverdy a toujours dit le premier jour, je suis à la CGT, et je suis CGTiste. Mais en dehors de quelques exceptions comme Madame Reverdy, il n'y avait pas dans le corps de l'inspection du travail une syndicalisation forte, il faut le savoir. En ce qui concerne les contrôleurs à cette époque-là, ils étaient peu nombreux, comme le rappelait à l'instant notre collègue. D'autre part, leur rôle, c'était essentiel. Ils travaillaient dans les services de main-d'œuvre, ce qu'on appelait les services de main-d'œuvre. Alors là, je ne refais pas l'histoire, je ne vais pas la refaire. Les directions départementales ont pris en charge en 1945 les services de main-d'œuvre qui existaient avant la guerre et qui étaient des services locaux, essentiellement des services municipaux. Et ces services-là ont été, en 1945, regroupés au sein des directions départementales. Et là où il y avait ce qu'on appelait des bureaux de main-d'œuvre, c'est-à-dire dans les villes où il y avait des bureaux de main-d'œuvre, ces bureaux de main-d'œuvre ont été regroupés au plan départemental. Et c'était essentiellement dans ces bureaux de main-d'œuvre qu'il y avait des contrôleurs. Donc leur rôle, c'était le rôle de l'Agence nationale pour l'emploi que vous avez connu, qui s'appelle Pôle emploi maintenant, c'est-à-dire de faire de s'occuper des chômeurs, qui n'étaient pas très nombreux, mais ils existaient quand même, et de leur proposer des emplois qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs sous la main. Bon. Quoi qu'il en soit, les contrôleurs faisaient ce travail-là. D'autre part, ils faisaient les renseignements. On avait dans tous les services d'inspection du travail, il y avait un service de renseignement au public qui était distinct de l'inspection du travail. Ça, c'est pas nouveau. C'était essentiellement les contrôleurs qui assuraient ça. Les inspecteurs ne l'assuraient pas. Et il y avait quand même, dans les sections, des inspecteurs du travail. J'y reviendrai, car je vous expliquerai comment je travaillais à Rouen en 1965, 6 ou 7. Donc, premier, à mon avis, virage important, une réglementation différente, un corps différent. Alors, qu'est-ce qu'un contrôleur ou un inspecteur pendant les 30 Glorieuses, pendant cette époque-là? Que fait-il? Quel est son statut? D'abord, le contexte social et syndical, très rapidement. Je rappelle qu'entre 1945 et 1960, 62, 65, jusqu'au rapatriement des pieds noirs d'Afrique du Nord, c'est-à-dire jusqu'en 63-64, on a eu une situation de l'emploi
qui fait que le taux de chômage était de l'ordre de 3,5 à 4%. Et donc on ne peut pas considérer qu'il y avait vraiment du chômage à l'époque. Et l'activité du bureau de main-d'œuvre était faible. Bon. Jusqu'à la création de l'Agence nationale pour l'emploi, je rappelle que l'Agence nationale pour l'emploi a été créée par une ordonnance de 1967. À cette époque-là, il y avait une forte durée du travail. La loi de 36, la loi du 21 juin 36 sur les 40 heures n'était pas appliquée. Très clairement, sur les chantiers du bâtiment, il était courant de rencontrer des ouvriers qui faisaient 60 heures. Bon, non, mais je vous le dis. Et le début des années 60, vous aviez énormément d'ouvriers portugais. C'est la grande arrivée des Portugais sur les chantiers. À partir de 61, 62, 63, on a vu arriver beaucoup de Portugais. Et quand j'allais sur les chantiers et que je leur disais, mais attendez, vous ne pouvez pas faire 60 heures, la réglementation c'était 48 heures en moyenne sur 12 semaines. Et 60 heures étant un maximum qu'on ne pouvait pas dépasser. Et quand vous alliez voir les ouvriers, les Portugais en particulier, ils vous disaient, ah mais moi, monsieur l'inspecteur, je ne veux pas être en culotte courte. Pour lui, être en culotte courte, c'est-à-dire l'obliger à faire moins de 60 heures. Moi, je veux envoyer de l'argent à ma famille. On avait énormément de mal à faire appliquer une réglementation. Alors, tout le monde ne faisait pas 60 heures, je ne suis pas en train de vous dire ça. Et sur les chantiers du bâtiment, il était courant de rencontrer des ouvriers qui faisaient 60 heures. Et dans un certain nombre d'autres branches également. Bon, ce n'était pas le cas dans la métallurgie en général, ce n'était pas le cas dans la chimie, mais la seule chose qui était appliquée à peu près de la loi de 36, c'était normalement la répartition hebdomadaire du travail et les jours chômés. Avec quand même pas mal de difficultés aussi pour le faire appliquer dans les grands magasins. On avait du mal à faire appliquer les 2 jours de repos consécutifs. Dans les banques, on avait aussi du mal à faire appliquer les 2 jours de repos consécutifs. J'en ai parlé encore récemment avec un vieux banquier que j'ai rencontré, qui était justement de Rouen et que j'ai contrôlé à cette époque-là. Donc il me dit, oh ouais, vous m'emmerdiez. Alors je dis, non, vous m'emmerdez pas. Et c'était la règle à ce moment-là. Donc, forte durée du travail, beaucoup d'accidents du travail. Vous pouvez considérer, à juste titre, qu'il y a encore trop d'accidents du travail. Il faut que vous sachiez qu'il n'y avait rien que dans le bâtiment et les travaux publics. Il y avait 1500 morts par an en France. Rien que dans le bâtiment et les travaux publics. C'est pour vous donner une idée de ce qu'était l'accidentalité à cette époque-là. Je me souviens d'avoir passé plusieurs mois d'août, parce que j'étais célibataire, j'étais plus jeune, donc le mois d'août, c'est toujours moi qui étais de permanence. Et donc, je me souviens d'avoir passé des mois d'août à faire quasiment une enquête d'accident de travail tous les jours. Donc, c'était quelque chose d'effrayant. Il y avait énormément d'accidents du travail, et beaucoup de conflits. Alors là, c'est une particularité sur laquelle je reviendrai. Et il y avait une négociation collective qui était relativement intense. C'est-à-dire qu'il y avait des conventions collectives locales avec des négociations tous les ans, parce que c'est une époque où il fallait augmenter les salaires. Il y avait quand même une inflation qui était assez forte. Il était nécessaire d'augmenter les salaires et les patrons avaient les moyens d'augmenter les salaires. Donc il y a eu une activité de négociation entre 1950, disons, et 1968-70. Une activité de négociation qui était extrêmement importante et qui a permis de faire progresser, par le biais des conventions collectives locales, certains aspects, notamment les congés individuels, notamment les congés pour raison de famille, notamment les primes d'ancienneté, qui comptaient beaucoup à l'époque. Maintenant, c'est un petit peu passé, mais les primes d'ancienneté, ça comptait beaucoup à l'époque. Les gens restaient 25 ans, 30 ans, 40 ans dans les maisons. Donc, ils étaient très intéressés par les primes d'ancienneté. Donc, il y avait, à défaut d'une intensité législative telle que celle que nous connaissons actuellement, il y avait une bonne intensité de la négociation au plan local, et les inspecteurs du travail, nous y participions très directement. C'était une de nos tâches relativement importantes. On se partageait dans un département, on se partageait entre inspecteurs du travail, les branches professionnelles, et il y avait une négociation qui n'était pas nationale, qui n'était souvent pas régionale, mais qui était très locale et qui faisait progresser. Et puis alors, il y avait les conflits salariaux.
c'était très souvent, là aussi c'est pareil, dès qu'il y avait possibilité pour les salariés d'essayer de gagner quelques petites augmentations de salaire, parce que les conditions étaient favorables, il y avait des conflits. Il y avait des conflits, mais très particuliers, parce que dans la plupart des entreprises, il n'y avait pas beaucoup de délégués du personnel, très peu de délégués du personnel. En tout cas, pas de délégués syndicaux, puisque ça n'existait pas à l'époque. Tout cela se déroulait de façon très spontanée. Les gens se mettaient en grève, ils appelaient le permanent syndical de leur syndicat, ou du syndicat qu'ils estimaient être celui qui les défendait le mieux, et lequel permanent téléphonait à l'inspecteur du travail. Pardon. Et puis, très souvent, on se retrouvait, et puis on essayait de régler les conflits. C'était souvent des conflits qui ne duraient pas très longtemps. Même si, quelques-uns, bien sûr, pouvaient être de longue durée, mais les conflits ne duraient pas longtemps, c'était 2-3 jours. Sur un chantier du bâtiment, les gars, arrêtez. Bon. Et le permanent de l'union locale ou de l'union départementale, tout dépendait du syndicat, vous appelez, la plupart du temps, en vous disant ils sont en grève à tel endroit, le patron ne veut rien entendre. Merci, monsieur. Le patron ne veut rien entendre. Et on venait et on se mettait d'accord. C'était une époque extraordinaire où on faisait une confiance totale à l'inspecteur du travail dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, à moi, on faisait une confiance totale. Alors, qui étaient ces permanents syndicaux? Parce que là, si vous voulez, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise. On avait, dans les principales organisations syndicales de l'époque, la CGT, la CFDT qui venait de prendre la suite de la CFTC, mais la plupart du temps, les gens de la CGT étaient les anciens de la CFTC, et Force ouvrière. Bon. La CGC, très honnêtement, à cette époque-là, j'en ai pas souvent entendu parler, je ne les côtoyais pas, je ne participais pas trop. Bon. Donc il y avait à peu près 3 organisations syndicales, au fond, qui étaient représentées. Et la plupart du temps par des permanents d'union départementale ou d'union locale, qui étaient ce qu'on appelait, nous, des mandarins, c'est-à-dire des gens qui très souvent étaient là depuis 10 ans, depuis 15 ans, certains l'étaient avant la guerre, et on avait des contacts avec ces gens-là en permanence, quoi. Bon. D'autre part, beaucoup de ces permanents n'étaient pas issus de l'entreprise privée. Moi, j'étais à Rouen à l'époque, enfin, quand je parle, là, entre 66 et 73, 74. Et à cette époque-là, moi, j'étais à Rouen, et à la CFDT, il y avait 3 permanents d'union départementale. Il y en avait un qui était de la SNCF, un qui était de l'EDF, et il y en avait un qui était des banques, quand même. Neveu était des banques. En ce qui concerne Force ouvrière, c'est pareil. Le permanent de l'union, le secrétaire de l'union départementale Force ouvrière était, je crois, de la Poste, quelque chose comme ça. Donc les fossés, ils mettent de la Poste. À la CGT, il y avait aussi beaucoup de permanents qui étaient issus du secteur public ou parapublic. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, une fois de plus, des délégués ou des syndiqués dans les entreprises privées. Bon, j'avais dans mon secteur Renault à Cléon, il y avait 10 000 personnes, il y a bien entendu des délégués du personnel. Il y avait jamais une usine de la Sagem à Saint-Étienne de Rouvray, c'était au moins 5 000, il y avait bien entendu des syndiqués. Mais comprenons-nous bien, en dehors de ces grandes boîtes-là, vous n'aviez pas véritablement une syndicalisation dans le privé qui soit très forte. Ce qui fait qu'on avait très souvent affaire à des permanents syndicaux qui étaient d'origine du secteur public ou parapublic et qui étaient en place depuis de nombreuses années. Et avec qui nous avions des rapports de confiance très forts. Bon. Il y en a même un jour qui, à la suite d'une enquête contradictoire de licenciement de représentants du personnel, m'a téléphoné pour me dire
j'aimerais connaître votre sentiment, on va en discuter, est-ce que je dois soutenir le gars ou pas? Bon, vous voyez, c'était quand même une confiance assez totale de ce point de vue-là. Je dois dire que je n'ai pas retrouvé ça passé les années 70 pour des raisons que je vais vous exposer. Ou rarement trouvé ça. Alors est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mauvais? Je ne porte pas de jugement. Je vous dis simplement ce qu'il en était. C'est mon expérience, c'était peut-être pas celle d'autres régions. C'est mon expérience. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette époque. Alors, dans les services, l'inspection est le pivot de la direction départementale, directement sous l'autorité du DD. Il faut que vous sachiez qu'il y a des directions départementales qui étaient toutes petites à l'époque. Si vous aviez retiré ce qu'on appelait le service de main-d'œuvre, c'est-à-dire ce que nous avions récupéré en 1945 des anciens bureaux de main-d'œuvre, il y avait des directions départementales dans les petits départements où il y avait 7 ou 8 personnes. Pas plus. Ah oui. Il y avait un directeur, un inspecteur, 2 contrôleurs, secrétaires, etc. Ça n'allait pas plus loin. Il y avait un contrôleur qui s'occupait de la main-d'œuvre étrangère, parce que là, il y avait ce problème qui jouait à ce moment. On donnait les cartes de travail, directement, c'est pas par la préfecture. En période, bon. Et il y en avait un qui s'occupait des handicapés, la fameuse CDOI, la Commission départementale d'orientation des infirmes, qui est l'ancêtre des COTOREP et des MDPH maintenant. Et puis vous aviez, non, à l'époque vous n'aviez pas encore la rémunération des stagiaires puisque c'est venu en 68, donc vous aviez un qui faisait plus ou moins la comptabilité, vous aviez 1 ou 2 contrôleurs qui faisaient les renseignements, oui, enfin disons qu'il y avait entre 8 et 10 personnes dans des toutes petites directions départementales. À Rouen, on n'était pas tellement beaucoup plus nombreux, enfin il y avait quand même des services à Rouen, au Havre et à Dieppe. Bon. Mais il faut savoir, alors à cette époque-là, l'inspection du travail, c'est le pivot des services. Il n'y a pas de hiérarchie intermédiaire. Alors ça, il faut quand même que vous ayez ça en tête. Il y avait bien un grade de directeur adjoint, mais il était purement fonctionnel. C'est-à-dire que certains inspecteurs, au bout d'un certain nombre d'années, étaient nommés directeur adjoint, mais ils restaient inspecteurs du travail. Voilà. Bon. Autrement dit, il n'y avait pas de hiérarchie intermédiaire. Il y avait l'inspecteur, le directeur départemental, et puis après, au plan régional, le divisionnaire, et à partir de 1966, le régional. En sachant que dans de nombreuses régions, le poste de directeur régional, directeur départemental, était occupé par la même personne dans les chefs-lieux de région. Bon, moi j'étais à Rouen. À Rouen, le directeur régional, directeur départemental, c'était de Seine-Maritime, c'était la même personne. On est bien d'accord. Bon, c'était la même chose dans beaucoup de régions, pas en Ile-de-France, où il y avait effectivement déjà un DD à Paris différent de celui qui siégeait à la Moussaïa à l'époque et qui était le divisionnaire puis le régional. Bon, donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Le grade de directeur adjoint est honorifique. D'autre part, c'est une époque où on a aussi perdu encore un peu plus d'attributions. Il ne faut jamais oublier qu'à partir de 1966, on a complètement perdu comme attribution le contrôle des centres de formation d'adultes, des centres de CFPA, ce qu'on appelait les centres de formation professionnelle pour adultes, puisqu'a été créée une association en 1966 qui s'appelait l'AFPA, et cette association qui a géré les centres de formation professionnelle. Auparavant, les centres de formation professionnelle pour adultes, qui avaient été créés à partir de 1943-1944, étaient en fait sous l'autorité des directeurs départementaux. Alors comprenons-nous bien, il y avait en général dans les départements où il y avait un centre de formation professionnelle pour adultes, parce qu'il n'y en avait pas partout. Hein. Dans les départements où il y avait un centre de formation professionnelle pour adultes, il y avait auprès du directeur régional un contractuel, j'en ai encore connu, qui était chargé d'aller compter les boîtes de conserve dans les centres de formation. Mais c'est une attribution qui a été perdue à partir de 1966. En ce qui concerne les bureaux de main-d'œuvre, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1967, vous avez eu l'ordonnance 1967 qui a créé les agences nationales pour l'emploi. Alors là, il y a un certain nombre de cadres, disons, de la hiérarchie de l'inspection du travail qui sont partis pour créer l'agence nationale pour l'emploi à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y avait encore moins de grains à moudre, enfin, moins de travail, moins de choses à suivre dans une direction départementale à cette époque-là. Et que donc, on avait une hiérarchie peu pesante, très peu pesante,
Et sauf cas particulier, un peu dépassé, alors ce que je vais dire est un peu méchant, mais un peu dépassé par les nouveaux enjeux réglementaires. Très honnêtement, je dois dire paix à son âme, hein, je lui ai écrit jusqu'à sa mort, et mon premier patron, mon premier régional, quand j'avais besoin de quelque chose, ou quand j'avais besoin de sa signature, parce que c'est lui qui était compétent, pour des recours ou pour des choses comme ça, je préparais tout, y compris la décision. Je faisais taper dans mon secrétariat. J'allais le voir, je lui disais, il avait été recruté en 1936, c'était un ancien ouvrier charpentier. Et c'est très gentil. Là, on a eu un recours dans telle affaire. Ah bon, vous avez eu un recours? Oui. Voilà, donc moi, je pense qu'il conviendrait que nous répondions dans tel et tel sens. Il me disait, bah, je pense que vous m'avez préparé la décision. Ah oui, vous avez préparé la décision et il signait. Bon. Autrement dit, c'était pas comme ça. Dans tous les cas, j'ai pas dit que ça concernait toute la hiérarchie. Il y avait effectivement des gens comme Bois, notamment à Paris. Je ne sais plus comment s'appelait celui de Lille. Il y avait dans la hiérarchie du corps quand même des gens qui étaient de bon niveau, même tout en étant des anciens instituteurs, qui étaient de très bon niveau et qui, disons, n'avaient pas ce comportement, disons, un peu facile, qui consistait à nous faire entièrement confiance. Bon. Je ne sais pas si c'est ça la dépendance. On est bien d'accord. Je dis simplement que l'ancienne hiérarchie, à quelques exceptions près, ne pesait pas vis-à-vis de l'inspection du travail pour des raisons diverses et variées. Ils n'étaient pas forcément tous dépassés par les enjeux réglementaires, ils n'étaient pas forcément tous dépassés par des problèmes de rapport hiérarchique. Je dis que la situation était, à mon avis, extrêmement simple et qu'il n'y avait pas cet intermédiaire ou cette intermédiation que vous avez, qui est parfois très forte maintenant, et qui fait que vous avez une pesanteur hiérarchique qui n'existait pas à cette époque-là. Il n'y avait pas cette espèce de filtre que vous avez là maintenant. Et ces filtres ayant parfois, disons, l'ambition de s'imposer aussi, parfois, d'imposer leur point de vue, ou de s'imposer par rapport à leur patron, ou de s'imposer par rapport à ceux qui sont en dessus ou en dessous d'eux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire avec mes mots à moi. 2 mots encore toujours sur ce qu'était notre statut à l'époque, au point de vue rémunération en tout cas. Ma première paye d'inspecteur du travail, c'était 1007 francs net. À cette époque, le SMIC, je l'ai regardé, à cette époque, le SMIC était à 2 francs 22 de l'heure, pour 173h33, puisque nous étions sur la base de 40 heures, ce qui fait 385 francs bruts. Et or, moi j'avais net 1007, ça veut dire que j'avais entre 2 fois et demi et 3 fois le SMIC. Voilà. Maintenant, faites les comparaisons. Et vous verrez. Alors, ça n'est pas qu'un élément. C'est, je vous le donne comme il est. Comme il est. Bon. Ça ne veut pas. Les choses n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Il faut savoir que il y avait bien sûr. C'est tout à fait différent. Voilà. D'autre part, il y avait peu d'inspecteurs. En Seine-Maritime, en 1967, je n'ai pas retrouvé avant, mais j'ai retrouvé, il y avait 450 000 salariés du régime général, c'est-à-dire hors agriculture. Hein. Et on était 6 inspecteurs du travail, plus un inspecteur du travail des transports. Faites le calcul, ça fait à peu près 75 000 salariés par inspecteur du travail. Avec des grosses boîtes. Hein. Moi, j'avais Renault, 10 000, la Sagem, 5 000, j'en avais encore 2 ou 3 autres qui faisaient entre 3 et 5 000. Bon, vous aviez facilement 25 000 salariés avec 5-6 boîtes. Hein. Bon. Mais il n'empêche que ça faisait 75 000 salariés. J'étais un gros vénard, sans doute, puisque vous m'avez dit qu'il n'y avait presque pas de contrôleurs. Bien, moi, il y avait 3 contrôleurs dans ma section
3 contrôleurs dans ma section. J'ai toujours eu à peu près 3 contrôleurs dans ma section. L'origine des contrôleurs de l'époque, c'était des personnes qui passaient un concours après le bac, ou qui étaient des cadres C promus en interne. Voilà. Néanmoins, on a commencé à voir à la fin des années 60 et au tout début des années 70, mais c'est déjà après le virage, on a commencé à voir des contrôleurs qui avaient au moins une licence, sinon plus, et qui passaient le concours de contrôleur. J'en ai eu un dans ma section, qui a même été directeur régional des transports d'Île-de-France, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était un de mes anciens contrôleurs de Rouen, qui a commencé avec moi en 1960. A été contrôleur chez moi en 1970-71. Je fais partie de ceux qui ont passé le concours de contrôleur après les événements de 68 et qui avaient déjà un niveau licence, un niveau d'études supérieures. Voilà. Les contrôleurs étaient, disons, strictement cantonnés dans le contrôle des établissements de moins de 50. Bon, très honnêtement, j'aurais été bien en peine de m'occuper des établissements de moins de 50. Hein. Énormément, mais il n'était pas de bon ton de leur confier d'autres missions que le contrôle des établissements de moins de 50. Déjà à l'époque, il y avait des objectifs, mon cher. Il y avait déjà des objectifs à l'époque qui n'étaient pas forcément respectés, mais des objectifs. Et de temps en temps, le divisionnaire ou le régional prenait son crayon rouge ou son crayon bleu, mais plus souvent rouge que bleu, pour faire remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup d'établissements qui avaient été visités un certain mois, etc. Il y avait quand même beaucoup de procès-verbaux qui étaient relevés. Et on avait du mérite parce qu'ils n'étaient pas suivis. Je pense que dans ma section, on était entre 120 et 150 PV par an. C'est pas énorme, mais il y en avait. Mais il y en avait. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'était l'âge d'or? Question que pose parfois notre ami, le Sénégalien. Est-ce que c'était l'âge d'or? À partir de ce que je viens de vous décrire, il y avait une certaine reconnaissance, je vous l'ai dit, moi je l'ai vécu, qu'on était, à mon sens, bien reconnus par les permanents syndicaux notamment, bien reconnus dans les entreprises. Nos rémunérations étaient relativement conséquentes, j'avoue que ça nous posait par rapport à peut-être à d'autres. Est-ce que nous étions indépendants? On en reparlera. In fine, si on a un petit moment, parce que c'est quand même une question clé sur laquelle il faut essayer de parler indépendamment de ce que je viens de vous dire. Je pense qu'on était relativement indépendants. En revanche, pour les contrôles et les sanctions, je pense que ce n'est pas l'âge d'or. Bon, malgré les objectifs, je connais un certain nombre de contrôleurs, d'inspecteurs et de contrôleurs qui contrôlaient peu. Notamment l'ancienne génération des inspecteurs. Je des anecdotes, bon, je n'ai pas le temps de vous les raconter, des anecdotes qui sont un peu scabreuses. Et d'autre part, nous avions beaucoup de difficultés avec les magistrats. Ça, nous n'arrivions pas vraiment à obtenir des sanctions. Il faut savoir que si nous étions reconnus par un certain nombre de personnes, nous n'étions pas du tout reconnus par les magistrats. Et les procureurs de la République, les substituts, les juges d'instruction nous faisaient couramment remarquer que, franchement, on emmerdait les entreprises. Voilà. Et on obtenait des condamnations tout à fait minimes, tout à fait minimes. Je me souviens de 3 amendes de 10 francs, des choses comme ça, des choses graves, pour des infractions graves sur les chantiers du bâtiment, des infractions au décret du 8 janvier 65. Nous obtenions des condamnations, mais vraiment dérisoires. Je dois bien dire que là, c'était pas l'âge d'or. Là, c'était pas l'âge d'or. Je me souviens un jour de m'être accroché avec un juge d'instruction qui me prenait de très haut
me disant, mais vous me parlez d'une recette sur un chantier, mais qu'est-ce que c'est une recette, monsieur? Pourriez-vous m'expliquer votre jargon, etc. Mais méprisant, méprisant. Alors j'ai essayé de respirer un bon coup, de lui expliquer que une recette, c'est quelque chose de très simple et de très important pour éviter les chutes de matériaux, et que s'il n'y a des recettes, s'il n'y a pas de recettes, c'est relativement grave. Je vous assure, nous étions obligés de tout expliquer. Et ça, c'est parce qu'il y avait eu l'accident mortel. S'il n'y a pas eu d'accident mortel, madame, mais jamais un juge d'instruction s'occupait de choses pareilles. Non seulement il y a eu accident mortel, je pense même qu'il y a eu plainte contre X. Mais voilà, et si vous voulez, c'était l'âge d'or sous un certain angle, et sous un autre, ça ne l'était pas. Voilà, premier virage, donc, si vous voulez, avant 68. Entre 68 et 74, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un sujet qui est celui des événements de mai 68, que si je le traite, je ne vais pas traiter le reste. Mais les événements de mai 68, c'est le déclencheur d'une évolution très rapide. Dans les 6 ou 10 ans qui ont suivi, c'est vraiment la deuxième partie. Sur mai 68, si vous le souhaitez, j'y reviendrai, mais si je me lance, on ne va pas passer. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans ces années qui ont suivi les événements de mai 68? Enfin, je le rappelle, dans le corps proprement dit, première modification, mais très rapide dans les 4-5 ans qui ont suivi, le profil des inspecteurs et des contrôleurs. Dans le recrutement, des inspecteurs et des contrôleurs plus diplômés, plus nombreux. Je rappelle que là, on a accéléré le nombre d'emplois ouverts au concours. On est passé de concours où il y avait entre 15, 17 personnes au maximum, on est passé à des concours à 50 et au-delà. Donc plus diplômés, plus nombreux, plus syndiqués. Alors ça a été immédiat. Il y a eu un rejet immédiat des premières promotions. Bon, la promotion la plus turbulente qui a laissé un nom dans l'histoire, c'est la promotion 74, mais déjà, dans les promotions 70, 71, ça s'est senti. Et quand je dis turbulente, ils ont marqué les esprits, c'est tout. Bon. Donc, tout de suite, ça s'est senti. Immédiatement, il y a eu un rejet du SNIT. Rejet du SNIT, et puis bon, les inspecteurs qui étaient syndiqués, qui disaient, voilà, la création, la section d'inspection, CGT, le CFDT, etc. Plus militant, incontestablement. Ma génération, on était assez juriste. Je crois qu'on avait gagné la confiance, la plupart d'entre nous, on avait quand même gagné la confiance à la fois des syndiqués, dans les entreprises, il y en avait peu, et puis surtout des permanents. Et la question n'est pas là. Mais nous n'étions pas des militants, c'est très clair. Bon, nous n'étions pas des militants. On ne considérait pas qu'on avait un message à passer dans l'entreprise. Bon. On considérait qu'on allait contrôler l'application du droit du travail dans l'entreprise, parfois aller un peu plus loin lorsqu'on estimait que l'employeur